Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, Clément Nialit Sossi Voul, est arrivé en Algérie en visite officielle du 16 au 26 septembre 2023. Au cours de sa visite, M. Voul évaluera le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le cadre juridique relatif à ces droits, ainsi que les défis et les opportunités pour la protection de ces derniers. L'expert se concentrera notamment sur la capacité des organisations de la société civile, des syndicats et des partis politiques à fonctionner librement, ainsi que sur les mesures visant à protéger le droit à la liberté de réunion pacifique. Rappelons que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit de plus en plus préoccupé par les violations des droits fondamentaux, tels que les droits à la liberté d'opinion et de la réunion pacifique, continuent d'être attaqués. Lors d'un point de presse mardi à Genève, le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, M. Colville, a déclaré, je le cite, « Des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et des simples citoyens exprimant pacifiquement leur désaccord ont continué à faire l'objet de poursuites pénales au cours des 2 derniers mois. Les militants du Hirak continuent d'être poursuivis sur la base de lois trop vagues, même après l'annonce d'une grâce présidentielle en février de cette année, a affirmé M. Colville. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à susciter beaucoup d'inquiétudes, tant sur le plan interne qu'à l'extérieur du pays, aux violations quotidiennes des droits les plus élémentaires où les dépositaires de l'autorité publique exercent leur mission avec zèle et violence verbale encouragée, en cela par les tenants du tout sécuritaire. Il est vrai que le dispositif judiciaire mis en place n'avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs. Il y a actuellement dans les prisons du régime des dizaines de citoyens qui, pour un post sur Facebook, d'autres pour des opinions politiques arrêtées depuis plusieurs mois dont l'instruction traîne sans qu'ils aient la moindre information concernant leur situation. Que fait encore Brahim L'Alami, Mustafa Ben Jem'a, le chercheur Raouf Farah, Ihsan Al-Qadi, le général Rdiri ou encore des dizaines de militants politiques en prison? Cette situation ne peut durer raisonnablement dans le temps. Elle risque de devenir ingérable. Décider à museler la population en s'attaquant en priorité aux activistes identifiés du Hirak, en particulier ceux repérés sur les réseaux sociaux, le régime a considérablement renforcé ses dispositifs répressifs. Omniprésent dans la vie quotidienne, l'organisation sécuritaire est aujourd'hui conforme à celle d'une situation d'exception, un véritable état de guerre. Ce climat étouffant de coercition et de menaces est alourdi par le retour en force de la politique du tout sécuritaire. Les partis se réclamant de l'opposition sont, quant à eux, statiques, incapables de renouveler leurs fondamentaux doctrinaires au vu de l'évolution de la société, et tétanisés par l'ordonnance 87 bis qui, faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis et associations autonomes. Notre pays navigue à vue, son projet ni cap. En manque de légitimité populaire, les tenants du pouvoir opposent à l'immense majorité des Algériens une restriction des libertés publiques, d'un manque flagrant de respect des droits de l'homme, de l'absence bien comprise de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans cet environnement contraignant, antidémocratique, antisocial que notre pays évolue. Il n'y a aucun schéma d'ensemble, ni cohérence, ni politique sociale, ni projet politique qui sont proposés au peuple algérien. Ces défaillances que le citoyen constate tous les jours alimentent encore plus le sentiment qu'il n'est plus respecté dans son pays. Pire encore, la déliquescence de la nouvelle Algérie.
Droits de l'homme, le rapporteur spécial de l'ONU à Alger. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mourad Hina, membre secrétariat du mouvement Rached, qui est avec nous depuis Genève via Skype. Si Mourad, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum et bonne soirée à vous tous ainsi qu'aux téléspectateurs et à vos invités. Merci. Merci beaucoup Mourad Hina. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale pour les droits humains. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Zoul, salam alaikum. Mes salutations aux invités, mais aussi aux téléspectateurs d'El Magharibia. Merci beaucoup, maître. J'ai le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Dr Amira Bouraoui, qui est médecin, mais aussi militante politique. Elle est avec nous par téléphone depuis Paris. Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Amira Bouraoui. Je vais commencer cette émission avec vous, Maître Issa Rahmoun. Le rapporteur spécial de l'ONU est à Alger. Bien sûr, on va revenir sur les déclarations de Goudjil, sur cette occasion qui est la journée de la démocratie, si on peut l'appeler ainsi. On va revenir sur ces déclarations, mais j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette visite du rapporteur spécial de l'ONU à Alger. Comment peut-on la lire, Maître Issa Rahmoun? Tout d'abord, il faut savoir que la visite du même mandataire de cette mission, qui est la liberté d'association, de rassemblement pacifique, était renvoyée pratiquement 7 fois depuis 2008. Il s'agit d'une première pour les mécanismes des Nations Unies, où un rapporteur spécial dédié à cette question, à ce mandat qui est celui de la liberté d'association, de manifestation et de rassemblement pacifique, est accepté par les autorités algériennes. Quoi dire, il faut prendre cette visite et cette acceptation d'Alger avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit comme je l'ai dit, d'une visite qui était à maintes fois, à plusieurs reprises reportée, et que cette visite intervient à la veille d'une échéance très importante pour le peuple algérien, du moins, entre guillemets, mais beaucoup plus pour le régime algérien. Parce que les élections de ce type présidentiel, toutes les élections en Algérie ne représentent rien aujourd'hui pour le peuple algérien, à part pour le régime qui veut maintenir un calendrier institutionnel, un calendrier constitutionnel de marque. La qualité, la personne en elle-même, M. Clément Voul, à travers ses positions, et je dirais qu'on a eu l'information que c'était une personne, un politique redoutable, ce qui est bien pour la mission. Ça d'une part. Monsieur Voul, on l'a rencontré à plusieurs reprises et pas que nous, les associations de la société civile, a rencontré plusieurs personnalités, plusieurs associations, plusieurs acteurs du mouvement social, que ce soit dans la diaspora, en Algérie, des experts, des juristes, avant cette mission. D'ailleurs, un appel à soumission a été lancé à travers le site officiel du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et des soumissions ont été déposées dans le bureau, dans le secrétariat, chez le secrétariat du rapporteur spécial dédié à cette question. Donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il est vrai que le régime va essayer de lui faire rencontrer sa société civile. Et quand je dis la société civile, en S-I-V-I-L, bien sûr.
Et nous avons tout fait avec beaucoup de camarades, beaucoup d'acteurs de la société civile, mais pas que nous, mais plusieurs animateurs de la scène sociétale et de la lutte démocratique et pour la construction d'un État de droit, ont rencontré le rapporteur spécial. C'est un mandat très particulier. Un rapporteur spécial pour la liberté d'association est un mandat politique parce qu'on touche à la question des détenus d'opinion, on touche à la question de l'indépendance de la justice. Très bien. On touche à la question de l'égalité homme-femme. On touche au mandat de la liberté d'expression aussi. Donc c'est un mandat politique. On espère qu'à travers les soumissions qu'on avait introduites et à travers les différentes rencontres que le rapporteur spécial avait eues, que la mission va être concluante dans le sens à faire remonter la vérité en étant très objectif dans sa démarche. Très bien, restez avec nous, maître Issa Rahmoun. Mouradina, je vais revenir à vous. Après, je vais donner la parole, bien sûr, à Amira Bouraoui. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps. On va lui donc accorder ce petit temps. Docteur Mouradina, comment peut-on lire si on peut dire, Mouradina? Oui, je vous entends. J'ai un petit problème de caméra, mais... Ah, d'accord, très bien. Oui. Donc, est-ce que vous voulez qu'on... Oui, peut-être passer notre invité. Très bien. On va commencer avec Amira Bouraoui. Je vais revenir à vous, docteur Mouradina. Amira Bouraoui, pardon. Comment peut-on lire donc ce déplacement de ce rapporteur spécial de l'ONU à Alger? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Quelle est votre lecture? Je sais que vous avez fait une lecture très, si on peut dire, très noire de la situation des droits de l'homme en Algérie. Vous êtes victime aussi de cette situation, mais aussi vos proches. Votre réaction, Amira Bouraoui? Écoutez, comment et pourquoi il vient ou pourquoi maintenant, ça je peux pas spéculer dessus, je n'ai aucune information. Maintenant, je sais que d'autres sont venus avant lui. Et comme Monsieur Issa Rahmoun le dit si bien, à chaque fois, ils n'ont pas rencontré, parce que par définition, ceux à qui on ne donne pas le droit de s'exprimer, ils ne vont pas les emmener ils vont pas emmener le rapporteur de l'ONU, comment il s'appelle, Clément Nialetsosi. Je suis sûre qu'on va pas l'emmener dans les prisons pour aller rencontrer quelqu'un comme Qadi Ehsen ou quelqu'un comme tous les militants qui sont derrière les barreaux. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des dizaines. Non, ils sont des centaines pour parfois, comme vous l'avez dit, un partage Facebook. Ils ne vont pas l'emmener rencontrer le général Rdiri qui est en prison aussi depuis 4 ans. On n'en parle pas beaucoup et ça m'a fait plaisir de vous entendre. Je l'ai cité dans mon intro. Oui, vous l'avez évoqué parce que ça fait 4 ans qu'il est en prison. Il n'a pas été souvent défendu parce que il a tout simplement passé une carrière sous le drapeau, 32 ans d'armée, et que c'est quelqu'un d'intègre et de non corrompu. Ça fait 4 ans qu'il est en prison. Et beaucoup d'autres militants. Et certains qui ne sont même pas militants. Là, je parle uniquement de ma famille, de mon cousin. Il a eu le malheur de me déposer et lui aussi est en prison depuis le mois de février. Et comme vous le dites, le journaliste Mustafa Benjama, qui à la base, rappelons-le, a été ramassé au moment de l'affaire Amira Bouraoui, et par la suite, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'y étaient pour rien et que ma décision, je l'ai prise seule et que je suis partie seule. Du coup, on a ouvert son téléphone, ils ont fouillé et bien sûr, ils ont trouvé des raisons pour le maintenir derrière les barreaux. Qui va-t-il rencontrer? S'il va dans les prisons et qu'il rencontre tous ces prisonniers et qu'il lui raconte comment qu'ils sont traités, et qui lui raconte comment, parce que je n'aime pas trop me plaindre, mais se retrouver en tant que militant, et en plus on vous reçoit pas en tant que militant, on vous traite comme un détenu de droit commun, on vous met à poil, on vous frappe le dos pour vous faire sortir je ne sais quoi de votre corps, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai subi, donc je le raconte, on n'est pas traité comme des militants politiques ni quoi que ce soit. Mais vraiment... Vous avez subi ça, Amira Bouraoui?
Oui, oui, on m'a mise nue et on m'a frappé sur le dos et on m'a dit que c'était pour chercher si j'avais pas de la drogue sur mon corps. Et j'ai dit que si j'étais là, c'était pour les idées que j'avais dans ma tête et non pas autre chose qui ne sortirait d'aucun autre orifice. Oui, j'ai été traitée comme ça. Et ça s'est passé pendant votre arrestation ou en prison? Oui, oui, en 2020, oui. En 2020. D'accord. Et donc, je ne voulais pas revivre tout ça parce que moi, j'aimerais bien savoir ceux qui nous jettent aujourd'hui en prison, qui jettent les militants du Hera, qui ont demandé un changement de manière pacifique et tout le monde est témoin que c'était pacifique et on a tenu à ce côté pacifique. Vous savez, le 22 février 2019, quand on est sorti, il y a un moment, on voyait des jeunes, certains voulaient récupérer un drapeau d'un immeuble, d'une institution ou quoi que ce soit. Nous, on y tenait à ce pacifisme. Et on leur demandait de descendre et de montrer au contraire le côté pacifique et c'était notre arme à nous. Ceux qui nous jettent aujourd'hui en prison, ceux qui détruisent nos vies, ceux-là, ils faisaient quoi en fait quand Bouteflika et son frère surtout emmenaient le pays droit dans le mur? C'était nous qui militions, c'est nous qui militions depuis 2008, depuis que la Constitution a été violée. C'est nous qui avons été là. Eux, ils faisaient quoi? Et aujourd'hui, ils vous mettent en avant que c'est eux les nationalistes, que nous sommes des traîtres, qu'on a trahi la nation et je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on a trahi? Qui a trahi l'autre? Et puis ces discours, vous savez, ils entretiennent en ce moment à l'intérieur même de la société que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous n'êtes pas, vous êtes alors contre l'islam et si on s'est battu bien sûr contre des gens qui ont instrumentalisé l'islam par le passé, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui ce soit ceux qui sont au pouvoir qui l'instrumentalisent. Ou alors vous êtes contre votre pays, ou alors vous êtes un harki. Voilà à quoi nous avons droit aujourd'hui. Et sincèrement, je ne mets pas beaucoup d'espoir à cette visite. Est-ce que cette situation est inquiétante pour vous, Amira Bouraoui? Elle est inquiétante, bien sûr qu'elle est inquiétante, parce que Debra Ourek Mouler, on le voit, on voit, vous l'avez très bien résumé. D'ailleurs, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je vais rajouter? C'est un constat amer. Bien sûr que c'est très inquiétant. Et puis, vous avez un président qui il sait pas, où il n'y a pas de feuille de route. Il est là, un peu avec cela, un peu avec les Russes, un peu, tantôt avec les Américains, tantôt, il sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Amira Bouraoui? Allô? Oui, on vous entend, Amira Bouraoui. Tfadali. Oui, je vous disais donc qu'on sent des institutions très fragiles, on sent qu'il y a des règlements de compte. On sent un profond malaise qui ressemble un petit peu à ce qui se passait en 2018. Bon, est-ce que... Et pourtant, il y a l'idée, en ce moment, Amira Bouraoui, l'idée d'un éventuel deuxième mandat. Vous savez, c'est très très difficile de faire une lecture, parce que la lecture que vous pouvez faire, ce n'est pas une lecture politique. On fait des lectures politiques quand il y a de la politique. Il n'y en a pas en Algérie actuellement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les partis politiques n'arrivent pas à travailler. Les associations, on leur a enlevé l'agrément. On n'a plus le droit de parler. Vous dites un mot et vous n'allez pas dans leur sens, vous vous retrouvez derrière les barreaux. Comment vous voulez qu'on puisse faire de la politique dans un climat pareil? C'est un climat hyper répressif et je ne sais pas, je pense que c'est Saïd Sadi ou et quelques personnes qui avaient dit que ils vont nous faire regretter l'ère Bouteflika. Et on en est là. On en est là. Je fais partie des militants qui ont milité pendant plus de 10 ans contre Bouteflika et sa manière de gérer le pays. Et sincèrement, Bouteflika n'a pas fait ce qui s'est passé sous l'ère de Tebboune. Et puis, vous avez ce discours de non, Tebboune ma'la belouch, marahmch yigouloulou l'haqiqa, ou huwa miskin, ou huwa... Comment ça? Le type, il n'est pas à la hauteur pour gérer un pays comme l'Algérie. Oui, absolument. Voilà. Quand on revient un peu très rapidement, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Amira Bouraoui, mais oui, quand on revient à passer pour pouvoir exercer mon métier que je n'ai pas exercé à cause d'eux depuis des années. Donc effectivement, je suis en pleine révision en ce moment. Mais allez-y.
Rabbi Aounek, et je vous souhaite beaucoup de succès. Quand Xavier Driancourt avait écrit que l'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? Il a parlé de la répression qui s'est abattue sur le pays, répression élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France ennemie éternelle, a fini par avoir raison des espoirs mis en temps dans le Hirak pour une démocratisation du pays. Monsieur Driancourt donne sa vision des choses parce qu'il a probablement longtemps fréquenté des gens que je n'ai jamais fréquentés. Donc il a sa propre vision. Sincèrement, aujourd'hui, ceux qui disent que c'est l'armée, on sent que l'armée elle-même est un peu en crise. Vous avez des hauts officiers qui rentrent en prison, on ne sait pas pourquoi, qui en ressortent et on ne sait pas pourquoi. Donc la situation est très très instable. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un pilote dans l'avion où l'opinion et le peuple aient confiance en lui et que l'institution ait confiance également en lui pour remettre le pays sur les rails et pour stabiliser les institutions, car c'est important, surtout dans un contexte international très très difficile. Merci beaucoup Amira Bouraoui. Merci pour votre temps. Docteur Amira Bouraoui, médecin militante politique, elle était avec nous depuis Paris. Bonne chance pour vos études, pour vos révisions, Amira Bouraoui, puisque vous êtes médecin. Docteur Mourad Hina, espérons qu'on l'a. Docteur Mourad Hina, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Très très bien. Docteur Mouadine, je vais vous laisser la parole, bien sûr. Vous avez entendu donc le constat d'Amira Bouraoui, mais aussi de Maître Aïssa Rahmoun. Comment peut-on prendre donc ce déplacement du rapporteur spécial de l'ONU? Bien sûr, l'Algérie a été rappelée plusieurs fois par rapport donc à la situation des droits de l'homme. Mais quand on voit par exemple Brahim Lalami, Mohamed Jalout en grève de la faim, je parlais des dizaines de détenus d'opinion dans mon intro, mais Amira Bouraoui, elle m'a dit il faut dire des centaines. Comment vous voyez cette situation, Mouradine? Écoutez, donc il faut être précis lorsqu'on parle d'un tel sujet. Je pense que cette visite est certainement positive. Il faut savoir, enfin, en ce qui concerne les militants de Hirak, la société civile, faire en sorte qu'elle soit une porte qui va permettre d'aborder des sujets importants. Alors d'aborder, certainement, certains vont dire avec qui. Il y a plusieurs aspects que l'on devra mettre en avant. Tout d'abord, donc Monsieur Woul, qui est togolais, est un militant des droits de l'homme. C'est un expert indépendant des mécanismes des Nations Unies pour la protection et la défense des droits humains. Il a un mandat qui est bien défini, qui est de s'assurer que les autorités algériennes respectent le droit à la liberté d'expression et le droit à l'association. Alors, bien évidemment, nous connaissons la réalité. Monsieur Woul aura fort à faire, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tous ces droits sont bafoués d'une manière absolument terrible en Algérie. Les exemples sont nombreux, les partis, les associations, la Ligue algérienne des droits de l'homme elle-même qui a été dissoute. Votre mouvement aussi? Non, ça c'est un autre aspect. Ça je dirais que nous sommes dans une autre catégorie, dans le 87 bis, et aussi, pour être aussi honnête dans cette situation, le mouvement Al-Achad n'a jamais sollicité l'agrément des autorités. Donc pour nous c'est un point de principe. Donc il faut se rappeler aussi que sur ce plan juste que Tebboune avait promis dans sa fameuse constitution, il ferait en sorte que la liberté d'association soit consolidée et que le système devienne déclaratif, qu'il n'y ait plus besoin de demander un agrément, alors que l'on sait que le recul depuis sa venue, enfin, est absolument cataclysmique. Donc, les partis qui sont dissous, les associations, Raj, etc., nous connaissons la situation. Alors, Monsieur Woul n'est certainement pas dupe. Tout d'abord parce qu'il connaît le dossier. Il a aussi reçu de nombreuses plaintes
de nombreuses communications sur cette situation en Algérie de la part de nombreuses ONG que vous connaissez, qui ont fait un travail. Et sur ce plan, je voudrais aussi attirer l'attention pour démontrer, si vous voulez, l'aspect un petit peu malhonnête de ce régime algérien. Vous savez très bien qu'à chaque fois que des militants, que des citoyens algériens se sentant lésés dans leurs droits, quels qu'ils soient, ont en dernier recours, quand ils ont épuisé les recours en Algérie, ont recours au mécanisme de protection des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, comme le disait Amira Bounaoui, on les traite tout de suite de traîtres, ils veulent faire intervenir l'étranger. Je voulais juste rappeler que M. Voul est donc agréé et accepté par le régime algérien pour qu'il puisse venir en Algérie et dans un cadre très précis. Donc les autorités algériennes et leurs sbires n'auront plus, si vous voulez, d'excuses pour dire aux gens non, ça c'est l'Allemagne d'étrangers, etc. Donc sur ce plan, c'est un aspect politique important qu'il va falloir consolider, qu'il va falloir valoriser. Alors bien entendu, M. Voul ne pourra malheureusement pas visiter les personnes emprisonnées parce que ce n'est pas dans son mandat, mais je suis sûr qu'il a une liste de nombreux militants, de nombreuses associations parmi celles qui ont été dissoutes et qu'il va faire en sorte qu'il va les rencontrer. Parce que s'il ne le fait pas, sa visite n'aura aucun sens. Il peut bien sûr, il va rencontrer les autorités algériennes, les organisations qui sont propres, qui sont proches du régime algérien, mais il doit et il le fera. Il va rencontrer des associations non reconnues, des syndicats, des partis qui ont eu des problèmes et qui ont été dissous, je pense au MDS, au PST, etc., la Ligue algérienne des droits de l'homme, le mouvement Âge, et encore. Donc, ça sera une opportunité qui sera très importante. Il va falloir que ces gens-là fassent tout pour arracher le droit à le rencontrer et à expliquer, à leur donner leur point de vue, car ils ont des arguments énormes. Un rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d'association, quand il voit qu'une ligue pour la défense des droits de l'homme a été bannie par ce régime, va en parler. Alors, certains pourront dire, mais pourquoi, quelle mouche a piqué le régime algérien pour qu'il accepte maintenant cette visite? Vous savez, il y a une telle cacophonie dans ce régime qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Ils font la chose et son contraire, que ce soit au niveau des relations internationales, au niveau des décisions politiques, économiques. Ils tapent et ils naviguent à vue. Donc il est possible, c'est peut-être une interprétation, qu'ils ont fait une erreur en laissant M. Voul aller en Algérie. Il va rester 10 jours, il va faire une conférence de presse le 26 septembre à Alger. Moi, je suis convaincu qu'il va faire un travail intéressant parce qu'il a des dossiers solides avec lui. Je rappelle que les ONG ont soumis des cas, des situations, et donc, in fine, il ne pourra que réaffirmer, que voir dans les faits ce qu'a déjà été dit par d'autres rapporteurs spéciaux, d'autres experts. En début de l'année, il y a Marie Lawlor qui a vraiment parlé d'une façon très dure sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et aussi la liberté d'association. Et donc, je pense qu'il ne pourra qu'aller dans ce sens et que ce sera une bonne chose pour la société civile algérienne qui, malheureusement, continue de souffrir sous cette nouvelle Issaba qui est venue après Bouteflika. Très bien. Si Mourad, si vous pouvez régler juste votre caméra, on va revenir à vous. Maître Issa Rahmoun, vous avez entendu Mourad Hina dire que c'est une très bonne chose, donc cette visite du rapporteur spécial de l'ONU, mais aussi la question qui se pose, quelle mouche a piqué donc ce régime d'avoir accepté donc cette visite du rapporteur spécial de l'ONU? Est-ce qu'on peut parler d'une cacophonie, comme ça a été dit par Mourad Hina? Qu'est-ce qui se passe au sommet de ce régime? Une décision, une contre-décision. Tantôt il est donc en Russie et là bien sûr Tebboune est aux États-Unis. On a vu même bien sûr le général russe
qui est en visite en Algérie. Beaucoup de questions, bien sûr, sur ce général. Aïssa Rahmoun. Écoutez, c'est Nasser. Effectivement, quand il y a absence de débat sociétal, quand on dit un débat sociétal, un débat de société, c'est des débats économiques, culturels, c'est des débats politiques qui engagent les populations et les catégories, les différentes catégories, les partis politiques, la société civile, tout ce qui meuble une vie d'une nation. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas avoir une vision claire, lisible sur la façon dont on gère la chose publique. Il faut savoir qu'en date du 11 octobre 2022, l'Algérie était élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est important. Mais pas que. Depuis 2006, l'Algérie était élue 3 fois. 3 fois comme membre du Conseil des droits de l'homme. Et souvenez-vous, comme moi, que l'élection du 11 octobre 2022 était comment dirais-je, un acquis incroyable pour le régime algérien dans la conjoncture actuelle, sur fond de protestations sociales, sur fond de crise économique, de crise politique sévère. Le régime en a fait une affaire nationale, voire internationale. Rien n'a empêché que le régime, après 2 ans d'élection dans ce Conseil des droits de l'homme, ils ont refusé cette mission du même mandataire des Nations Unies, du rapporteur spécial lié à la liberté d'association et de manifestation. Très bien. À partir de ce point, on va poser la question suivante. En termes de positionnement international, l'Algérie vient de se faire refuser l'accès aux BRICS. Tambour battant, ils ont présenté la chose comme étant le meilleur exploit de l'année 2023. Le fruit tombe comme un fruit pourri. En fin de compte, c'est faux. Les Algériens, parce qu'il y a beaucoup de naïveté chez le peuple algérien. Et la naïveté, des fois, c'est une richesse des peuples, dans le sens où la construction démocratique, la construction politique naît aussi avec la naïveté, mais aussi avec le débat, chose qui manque chez nous. Aujourd'hui, on constate que cette mission, il ne faut pas aussi en faire une grande mission, c'est pas la plus importante des missions. L'Algérie est redevable devant le Conseil des droits de l'homme, parce que ce rapport, il va être présenté en juin 2024 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et à travers ce rapport, M. Woul, effectivement, avait rencontré toutes les obédiences idéologiques, quoique les droits de la personne humaine n'ont pas d'idéologie, il faut le préciser. Absolument, absolument. N'ont pas d'idéologie. Mais il s'est permis cet effort intellectuel, cet effort politique, de rencontrer, de recevoir tous les rapports venant de toutes les organisations qui meublent un peu la lutte citoyenne en Algérie. D'ailleurs, l'article 87 bis était très répété dans les différents rapports, du moins auxquels j'ai eu accès. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus accepter l'idée que Rachad, que le MAC de Farhat Manni soit classé comme organisation terroriste. Il s'agit d'une décision politique d'un régime autoritaire qui veut maintenir la menace du terrorisme pour mieux sévir. C'est comme disait Hossein Zahouane, ils exercent leur hégémonie par l'organisation du désordre.
Alors le désordre, il n'est pas au niveau organique, au sens du terme juridique, bien sûr. Le désordre, il est au niveau politique, dans la manipulation, dans la gestion des affaires judiciaires. Je suis praticien du droit, je sais de quoi je parle. Quand les PV sont dressés par des agents de la police politique, très orientés vers un terrorisme qu'ils qualifient, eux, dans leur fantasme politique, pour mieux gérer, pour mieux dominer les populations, pour régner en fin de compte. Très bien. Donc tout cela participe à un schéma, la domination de la société, la non-autonomie de la société, la non-indépendance de la société, dans la manière de penser, d'agir et d'entreprendre. Très bien. Mais aussi, comment, très rapidement, Maître Issa Rahmoun, comment ce régime va justifier donc, les contrôles judiciaires contre des personnes comme Karim Tabou, qui est connu donc, internationalement, mais aussi l'ancien président du RCD, Mohsen Belhabbas, et d'autres personnalités politiques, la dissolution de Raj, Mourad Hina, on en parlait, la dissolution aussi de la Ligue algérienne des droits de l'homme, le 29 septembre 2022, donc presque une année, mais aussi vous avez fait un post face à cette situation et après différentes consultations entre les membres de la LADDH, ses amis, ses partenaires, il a été décidé de la constitution d'un comité de sauvegarde de la LADDH dénommé le CIS-LADDH. C'est ça, Maître Issa Rahmoun, très rapidement? Tout à fait. Donc il s'agit avant tout, aujourd'hui, ils veulent nous ôter notre identité en termes de Ligue des droits de la personne humaine. C'est une ligue qui a une histoire. Elle fait partie de l'histoire de la nation algérienne. Elle fait partie de l'histoire du mouvement révolutionnaire. Et l'un des créateurs, justement, l'un des membres fondateurs de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Ali Abd Nour, on en connaît tous, Saïd Saadi. Il existe aussi Farhat Mahanni, qui est aussi un membre fondateur de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, il s'agit d'une question existentielle. On ne peut pas, le régime actuel, qui est la prolongation de l'ancien régime, ils ne peuvent plus, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers l'intelligence de nos jeunes, à travers le travail juridique que nos experts, que nos militants font sur le terrain, mais aussi en travail d'études académiques qui est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas nier l'histoire de cette ligue, on ne peut pas nier tous les mouvements politiques et sociaux, citoyens qui ont jalonné, qui ont façonné aujourd'hui l'avenir de l'Algérie. Très très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Mourad Hina, je vais revenir à vous. Bien sûr, c'est aussi la journée, si on peut l'appeler internationale, de la démocratie qui est célébrée le 15 septembre de chaque année. Et là, on entend bien sûr le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui fait des déclarations qui parlent du projet de redressement du président Tebboune connaît un ancrage démocratique. Il dit un ancrage démocratique exceptionnel à travers le projet de redressement initié par le président Abdelmadjid Tebboune après son élection à la tête du pays et la concrétisation de ses engagements électoraux, notamment la révision constitutionnelle de 2020. On va l'écouter, je reviens à vous, Mourad. عشية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية المصادف لل15 سبتمبر من كل عام أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح بوجيل رئيس مجلس الأمة بيانا هذا نصه: إن مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح بوجيل رئيس مجلس الأمة يعتبر أن اليوم الدولي للديمقراطية قد أضحى سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم، ويؤكد بأن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم
ثم وفائه بالتزاماته الانتخابية، وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من سنة 2020. تعديل دستوري تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، مما جعله يشكل حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة. Morad Hina, ce déni de réalité de la situation des droits de l'homme, de la situation politique. Vous avez parlé de la cacophonie qui règne au sommet de l'État. Est-ce que cette situation est inquiétante non seulement à l'échelle intérieure, à la cohésion nationale, mais aussi à l'extérieur? Écoutez, ce genre de discours, malheureusement, il devient lassant. C'est un discours pour peut-être une autre planète, pas pour la planète Terre. C'est un discours de... je n'aime pas trop parler des personnes et aussi par respect peut-être pour l'âge de Salah Goujil, mais qui est-il? C'est quelqu'un qui a, excusez-moi l'expression, mangé à tous les râteliers depuis qu'on connaît le régime algérien. Et il a été un soutien à toutes les dérives, à tous les dictateurs. Je pense que son seul but, c'est de se maintenir quelque part autour d'un pouvoir, autour d'une isaba. Il en profite certainement. Il n'y a aucun message d'espoir pour l'Algérie nouvelle. Encore une fois, nous avons des gens presque en état qui sont presque devenus des fossiles. Ils sont de notre ère. Ils ne vivent pas leur époque. L'Algérie nouvelle, on aurait bien aimé avoir un jeune homme ou une jeune dame dynamique qui soit porteur des espérances du peuple algérien, élu démocratiquement et qui soit à la tête du Conseil de la Nation et indépendante de toute Isaba. C'est ça l'Algérie nouvelle dont rêvent les Algériens. Ce que fait Salah Goujil, ce n'est que du folklore de basse facture auquel personne ne croit pas même lui-même n'y croit pas à ce qu'il dit. Alors, bien évidemment, je pense qu'il faut mettre de côté cette classe de personnes, ces discours qui ne riment à rien et peut-être revenir aussi sur cette visite de Monsieur Woul. Moi, je pense qu'il faut être attentif. Je m'adresse surtout à tous nos frères et sœurs de la société civile en Algérie. Il faut que ceux qui n'ont pas encore organisé une rencontre avec lui le fassent, parce que je dois quand même dire une chose, c'est que il y a un aspect un peu inquiétant dans cette visite, c'est que en général, l'annonce des visites et les délais pour la préparation sont plus longs que ça. Il y a eu une certaine accélération. Est-ce que vous parlez, Morad Hina, est-ce que vous parlez des militants qui sont en Algérie? C'est ça? Absolument. Surtout, il faut qu'ils aillent le voir, et que, bien évidemment, si le pouvoir les en empêche, je crois que Monsieur Woul aura la preuve qu'il faut pour le dire dans son rapport. Donc, et autrement, tous les militants, qu'ils soient ceux d'organisations dissoutes, ceux qui sont organisés de leur propre chef, qui n'ont même pas besoin de demander un agrément, les hommes politiques, je pense à, comme l'avait cité Karim Tabou, Mohsen Belabbas et tous les autres, nos amis du MDS, etc. Il faut que, je sais que beaucoup ont déjà prévu des rencontres, mais il est très important de le faire parce que les services de la Isaba vont essayer de tout faire, pas pour complètement empêcher, ils ne pourront pas le faire, parce que je sais que Monsieur Woul est un rapporteur qui connaît son travail, son rôle, et il va faire le nécessaire pour voir un minimum de personnes. Mais il ne faut pas qu'il voit un minimum, il faut qu'il voit un maximum de personnes. Il faut qu'il entende, qu'il écoute la véritable société civile, celle qui est martyrisée par ce pouvoir dictatorial. Il faut que Monsieur Woul le mentionne clairement, avec des noms, des faits, des dates, des noms qui dans son rapport, pour que les choses soient bien établies et qui ouvrirait la porte par la suite à d'autres démarches. Parce qu'il faut toujours avoir un coup en avance. Quelles seront ces démarches, un rapport au Conseil des droits de l'homme n'est pas une fin en soi. Quelles seront ces démarches? Alors écoutez, la première,
c'est que M. Voul pourra être saisi directement sur des cas d'association ou des cas individuels qui seront traités par M. Voul en tant que rapporteur ou peut-être aussi par d'autres mécanismes spéciaux des droits humains, peut-être même par des comités. Le comité des droits de l'homme, il aura certainement des informations sur, comme disait Amira Bouraïou tout à l'heure, de torture, il pourra les transmettre aussi, il pourra être un témoin pour ces gens-là, et justement pour utiliser tout ceci, parce qu'il ne faut pas se tromper, sans un recours massif, intelligent, et bien sûr dans les règles de l'art au niveau sur le plan juridique, vers ces procédures spéciales, vers ces mécanismes onusiens, c'est ça ce qui fera mal à la Isaba. Parce qu'on sait très bien qu'en Algérie, l'injustice est érigée en tant que système. Nous n'avons pas de... Mais est-ce que l'Algérie sera sous l'obligation donc de répondre positivement à ce rapport, Mourad Hina? Écoutez, l'Algérie est connue pour être un mauvais élève auprès des mécanismes. Hein. Donc, nous savons très bien, par exemple, le cas des disparitions forcées. Donc, l'Algérie, bien sûr, n'a pas ratifié la Convention sur les disparitions, donc il n'y a pas de plainte au niveau du comité pour les disparitions forcées. Par contre, au niveau du groupe de travail sur les disparitions forcées, il y a des milliers de cas qui ont été soumis, et là, il y a une porte fermée permanente de la part de la Isaba en Algérie. Ils ne répondent pas, ou s'ils répondent, c'est d'une façon tout à fait laconique pour dire qu'on n'a pas d'informations, ou bien un tel est mort dans les maquis, sans apporter d'éléments concluants. Donc, les autorités algériennes et cette Isaba depuis des décennies sont très mal perçues par les mécanismes onusiens, et ceci a un impact, c'est que cette Isaba est un exemple à ne pas suivre. C'est un régime qui viole massivement les droits de l'homme, qui veut imposer une amnésie. On se rappelle ce qui s'est passé dernièrement avec l'affaire Nazar. Comment est-ce que les choses sont présentées? On parle d'ingérence. Alors c'est des questions de droit. Elles doivent être discutées sur le plan du droit et seulement du droit. Hein, il y a des victimes qui ont été torturées, il y a des gens qui ont été exécutés, et les victimes ou bien leurs ayants droit ont déposé des plaintes, et il faut les répondre sur le plan du droit. Et ce n'est pas d'une façon folklorique de l'ingérence ou le Jazer el Jadida et puis une nouvelle du mal, etc. Donc ce régime est aux abois. Il ne peut pas faire face aux demandes légitimes de toutes les victimes en Algérie, celles du passé, celles d'aujourd'hui, parce que tout simplement, on n'aura pas l'Algérie dont rêvait le Hirak en 2019, la vraie Algérie nouvelle, sans un respect des droits humains, sans une démocratie réelle, sans un respect des droits fondamentaux. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faut faire en sorte que ce régime soit dévoilé dans toute sa laideur, dans toutes ses dérives, dans tous ces crimes qu'il commet nuit et jour. Très bien, reste avec nous Mourad Hina. Maître Issa Rahmoun, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que cette visite donc de M. Voul, ce rapporteur donc spécial de l'ONU, peut exercer un changement, une pression sur le régime algérien par rapport à sa politique répressive? En termes de politique contraignante, je dirais que c'est non. Parce qu'il s'agit d'un mandat spécial qui est intégré dans le dispositif et les mécanismes des Nations Unies, voire les groupes spéciaux et les rapporteurs spéciaux, les groupes de travail aussi. Mais il s'agit d'une conclusion. On attend la conclusion, il faut rester très positif sur ça, parce que en amont déjà, le rapporteur spécial en question, il a eu beaucoup de soumissions. Beaucoup de notes ont été envoyées par des associations, par des individus, des groupes d'individus, sur des situations spéciales
sur des cas spéciaux, mais aussi sur l'aspect légal. Quand on dit l'aspect légal, c'est la Constitution, l'esprit des lois qui sont dans la Constitution par rapport aux conventions, aux différentes conventions que l'Algérie a ratifiées, mais aussi dans la législation. Comment qu'on arrive à manipuler une législation à travers des lois organiques, des lois cadres, qui organisent la vie politique, la vie de la société civile d'une nation. Donc le tout a été fait. Et puis avec des exemples concrets, avec des cas concrets. Je n'ose pas parler d'exemples parce qu'il y a, quand on arrive à ce cas de figure, on banalise la chose. Mais c'est des cas concrets. L'instrumentalisation du terrorisme comme concept qui n'est pas défini et qui est, vous savez, les États-Unis d'Amérique ont dit clairement au régime algérien que nous, en étant un État qui combat le terrorisme, et puis c'est connu, c'est dans la politique, dans la géopolitique. قالوا لهم يا جماعة الخير احنا يا امريكان on utilise ce concept pour mater, on est les gendarmes du monde. Mais vous, bzaf alaykoum. C'est trop. Bzaf. Vous nous dépassez en termes de législation sur les concepts et la philosophie du terrorisme. Donc tout le régime dans tout ça, il crée le bouloulou. Le bouloulou en langage populaire, c'est le petit animal, le petit oiseau hadak les nkhofobeh drari. Il considère le peuple comme un peuple immature. Ça, mais très bien. Mais Aïssa Rahmoud, sur ces par exemple cette visite du rapporteur spécial de l'ONU, donc ces pressions, si on peut les appeler pressions, donc des mécanismes internationaux, que ce soit l'ONU ou d'autres organisations, est-ce que vous pensez que ils ont de l'effet par rapport donc à ce régime algérien, parce que tout ce qui vient de l'extérieur comme pression, tout de suite pour lui, bien sûr, c'est son image. Très rapidement. Ce n'est même pas une pression, c'est Nassar. Ce n'est même pas une pression. Il s'agit d'un standard international. Il s'agit d'un mécanisme. L'Algérie est membre des Nations Unies. L'Algérie est un pays souverain. L'Algérie a des engagements internationaux. Elle a signé des conventions. Dans ces conventions, l'Algérie est soumise. Il faut le rappeler à chaque fois. L'Algérie est soumise au respect des normes, aux conventions qu'elle a ratifiées, publiées dans le journal officiel. Donc aujourd'hui, il s'agit de rappeler. C'est comme en termes plus clairs à Sénassar, c'est comme un parent, un père de famille ou une maman de famille qui ont des engagements en direction de leurs enfants, des bébés, de les éduquer, de les nourrir, d'apporter leur prospérité. L'Algérie a signé des conventions. Vous avez signé des contrats en termes de droits de la personne humaine, des droits humains, promotion de la citoyenneté, de la démocratie, de l'état de droit. Respectez vos engagements. Très bien. Aïssa Rahmoud, je ne sais pas si vous avez des informations par rapport au hirakiste Abdeslam Salim Bonatero qui a été kidnappé donc ce jeudi dernier, le 14 septembre, devant son domicile, à Bdjaïa. 10 secondes. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport donc à ce cas précis. On a des informations. Il se trouve qu'aujourd'hui, voilà un autre mandat d'un rapporteur. Pourquoi je disais tout à l'heure, c'est un mandat très spécial, celui de la liberté d'association. Parce que ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à la détention préventive, ça touche aux disparitions forcées, ça touche à l'exercice de la justice, au mandat de dépôt, ça touche ces mandats politiques. Le mandat de la liberté d'association est un mandat politique. Aujourd'hui, nous l'avons signalé dans nos rapports qu'il s'agit d'un cas très spécial pour un rapporteur
spécial, très spécial des Nations Unies. Très bien, merci beaucoup Maître Aïssa Rahmoun. Je vais terminer cette émission avec vous, Mourad Hina. Mourad Hina, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin bien sûr, mais vous avez parlé que ce régime est aux abois. On a vu ces derniers temps bien sûr des informations qu'on peut bien sûr dire de lutte de clans, si on peut les qualifier ainsi, la perspective d'un deuxième mandat, mais aussi quelle perspective pour notre pays face à cette situation. Alors, je voudrais être très précis pour finir. On parlait de l'effet du travail de ces rapporteurs, des mécanismes de l'ONU, ils sont très importants. Ils sont très importants, bien sûr, pas sur un plan contraignant. L'ONU, un rapporteur spécial ne va pas ramener des policiers, des gendarmes pour imposer quoi que ce soit à Alger. Non. Mais il y a quelque chose d'important sur le plan des normes, des valeurs et le moral des militants. Parce que quand vous savez que le droit est de votre côté, que vous êtes en fait en tant que militant, en tant que société civile, vous êtes dans le cadre de ce qui est légal, de ce qui est votre droit fondamental, que ce soit sur la loi interne ou bien les conventions internationales, ceci vous donne la légitimité, le courage et l'envie de continuer à se battre bien sûr pacifiquement pour obtenir vos droits. Et ça, c'est très important pour les militants. Je pense, c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait ces rencontres avec M. Voula Alger, que tous les militants apprennent à connaître leurs droits, qu'ils aient recours de plus en plus. Maintenant, le régime algérien ne pourra même pas dans un rhétorique dire aux gens « Ah, vous parlez à l'ONU, c'est l'ingérence étrangère ». Non, les gens maintenant savent de quoi il s'agit. Et comme Hatta al-Isaba, même l'Isaba a permis au rapporteur spécial de venir en Algérie et faire ses enquêtes, il est tout à fait normal que des militants en fassent autant. Donc ceci est très important pour la société civile. Et moi, j'appelle aussi les gens, puisqu'on parle de liberté d'association et de liberté d'expression, de se constituer et de travailler. Moi, j'aimerais bien que de nouvelles ligues des droits de l'homme, ou bien l'ancienne, comme disait notre ami Rahmoun, continuent de travailler. Ils n'ont pas besoin de l'agrément de cette Isaba. La dissolution, la même chose pour l'âge, etc. Alors, c'est sûr qu'ils vont risquer des choses, mais c'est le combat des militants. Il ne faut pas que la dissolution, qu'on nous fasse peur, comme disait Rahmoun, c'est ce bourourou qu'on nous brandit. Nous, on a essayé de nous le faire à Rachad. Et justement, en ayant recours à ces mécanismes, et même les États-Unis, comme il a été dit, ont dit assez, basta aux autorités algériennes. Ils l'ont dit clairement. Lors des discussions avec les Algériens, on leur a toujours dit sur le plan du terrorisme, après Hirak, vous allez trop loin, on ne peut pas en parler. Parce que on ne peut pas, sur un plan du droit et sur un plan international, parler de terrorisme s'il n'y a pas usage ou menace d'utilisation de la violence. Or, le Hirak est un exemple unique dans l'histoire d'une lutte non violente absolument parfaite. Donc on ne peut pas parler de terrorisme dans ce contexte-là. Alors le terrorisme dans la tête de Shengriha et de Tebboune, c'est seulement eux qui sont malades, et ce sont eux qui doivent changer leur logiciel parce qu'ils sont complètement à côté. Et ce qui ferait encore plus de mieux pour les Algériens, c'est de nous laisser tranquilles et de partir. Merci beaucoup, Dr Mourad Hina, membre secrétariat Mouvement Rachad. Vous étiez avec nous depuis Genève. Merci aussi à Maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Et merci aussi à Dr Amira Bouraoui, médecin militante politique. Elle était avec nous au début de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatekoum Saha.